Et le premier invité d'un œil sur le monde est un invité exceptionnel sur les questions internationales. Oui, c'est Thomas Gomard. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous venez de publier Les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances chez Taillandier. Et en fait, dans ce livre, vous nous expliquez à quel point la guerre en Ukraine a bousculé les équilibres. Et dans cet équilibre, eh bien, l'Europe et la France ont pris trop de retard, ne sont pas aperçues des changements et qu'elles risquent bien sûr de subir ces changements plutôt que de les orienter. Alors, on va en parler plus dans le détail en regardant l'actualité avec vous, mais c'est évidemment la question qu'on se pose, quel rôle on peut jouer, et quand on entend notre président intervenir, et puis quand on entend les autres acteurs. Alors que préparent les grandes puissances? Parmi ces grandes puissances, il y a évidemment au premier rang la Chine, et la Chine est au cœur de l'actualité de ces derniers jours. Vous avez sûrement suivi ce qui s'est passé sur LCI, cette polémique internationale lancée par l'ambassadeur de Chine en France sur la souveraineté des ex-républiques soviétiques. Alors il a semblé, l'ambassadeur, être recadré aujourd'hui par ses chefs. Écoutez-le, suivi de la réaction du ministère des Affaires étrangères chinois. Sur le droit international, même ces pays ex-Union soviétique, ils n'ont pas le statut, effectif dans le droit international, parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'un pays souverain. 中方尊重各国主权、独立和领土完整，维护联合国宪章宗旨和原则。中方尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位。 Alors ça ressemble évidemment à un recadrage, vous allez nous dire si c'est le cas ou pas. D'abord, autre réaction, celle d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Je crois vraiment sur ce sujet que tout a été dit, le Quai d'Orsay a réagi et les autres pays aussi. Nous connaissons l'histoire et nous sommes attachés aux frontières internationalement reconnues. Je me garderai dans les moments que nous vivons d'affaiblir quelque chose cette position. Je pense que ce n'est pas la place d'un diplomate de tenir ce type de langage. Donc pleine solidarité aux pays qui ont été attaqués dans la lecture de leur histoire et leurs frontières. Nous sommes aux côtés de nos amis européens et alliés qui ont eu un passé si douloureux au XXe siècle comme au XIXe siècle et qui aujourd'hui sont des États souverains dont les frontières sont intangibles. Voilà qui est clair. Thomas Gomard, alors est-ce que l'ambassadeur de Chine, Lu Shai, en France, a dit tout haut, en fait, ce que pensent les dirigeants chinois, ou au contraire, il a dérapé parce que c'est un électron libre et qui n'est pas complètement au goût du jour à Pékin? Il a quand même été recadré par Madame Mao Ning. Je pense que cette intervention, effectivement, suscite un émoi considérable et elle reflète assez bien l'ambiguïté de la position chinoise. C'est-à-dire que quand on connaît le professionnalisme des diplomates chinois et de l'actuel ambassadeur de Chine en France, on ne peut pas croire à un dérapage, en réalité. Et ce qu'il exprime, c'est, pourquoi je parle d'ambiguïté, il exprime au fond le soutien que la Chine apporte à la Russie depuis plusieurs années et depuis le 24 février 2022 en particulier. C'est-à-dire qu'en réalité, l'ambassadeur de Chine, hier, a soutenu le point de vue russe qui est celui de sphère d'influence et cette idée selon laquelle la chute de l'URSS est une péripétie de l'histoire qu'il s'agit de corriger. Et cela, je pense que ça reflète assez bien cette ambiguïté chinoise qui à la fois dit vouloir faire la paix en Ukraine. Je rappelle que le président Xi n'a toujours pas appelé le président Zelensky. Bien sûr, comme il l'avait promis après son voyage à Moscou. Voilà, et en ce sens, si vous voulez, je pense que cette intervention n'est pas un dérapage, mais reflète une évolution idéologique assez forte. Dans le même entretien qu'il a accordé à votre confrère, voilà, il y a des mots très forts qui ont été utilisés, notamment sur les victimes de la révolution culturelle, par exemple, ou sur Taïwan. Ça, il a parlé de Bobard. Oui, de racontard, de racontard, ce qui est quand même un terme qui à la fois souligne très bien sa maîtrise du français et qui renvoie à une difficulté de la Chine et de la Russie qui est de lire leur histoire contemporaine récente. Et moi je vois là un certain nombre d'analogies assez préoccupantes en réalité, puisque on a l'impression que les deux pays connaissent des formes de rechute totalitaire en quelque sorte. C'est révélateur, ce n'est pas un dérapage, c'est une forme de révélateur, même s'il est recadré par son gouvernement depuis Pékin, mais en réalité il révèle, mais parce que ça va bien au-delà de l'Ukraine ce qu'il dit. Il parle
parle en fait même des pays baltes, il parle de la Pologne, il parle de la Biélorussie, il parle de toutes ces républiques, enfin pas de la Pologne qui n'était pas une république soviétique bien sûr, mais enfin de toutes ces républiques qui ont reconquis leur indépendance après la chute du mur. Encore une fois, l'ambassadeur de Chine en France est un grand professionnel, comme tous les diplomates chinois dans des capitales européennes. Il faut peut-être préciser que c'est un profil particulier, ce qu'on appelle les loups de Pékin, qui sont ces ambassadeurs d'un type un peu spécial. Il avait été auparavant ambassadeur au Canada au moment notamment de l'arrestation de la fille du fondateur de Huawei. Il avait joué à ce moment-là un rôle médiatique très actif. Il est très connu en France pour des déclarations souvent tonitruantes, donc ce n'est pas une première. Et effectivement, il inscrit son action dans une pratique diplomatique qui d'ailleurs emprunte beaucoup, à mes yeux, à la pratique diplomatique russe à certains égards, qui considère qu'il faut être désinhibé vis-à-vis des médias occidentaux. Oubliez le langage diplomatique. Voilà, il faut dire les choses de manière très directe. Offensive. Voilà, il y a une forme, vous savez, d'envie de créer l'événement. Là, pour le coup, il a réussi. Au niveau mondial. Voilà, et je pense que ça traduit effectivement une volonté pour la Chine d'utiliser, si vous voulez, les médias occidentaux à plein. Évidemment, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que la possibilité offerte à nos ambassadeurs de s'exprimer sur des médias chinois et des médias russes est beaucoup plus limitée. Mais pourtant, la Chine reconnaît la souveraineté de ces pays. Ah oui, absolument. Elle la reconnaît. D'ailleurs, le rappel qui a été fait à la fois par la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères et également sur le site de l'ambassade de Chine en France, qui a fait un communiqué rappelant aussi ces principes. Oui, bien sûr, il n'y a pas du tout de doute là-dessus. Il y a un doute qui est instillé, parce que je crois que ça participe de cette volonté d'utiliser au fond des arguments mêlés à ceux de la Russie. Oui, mais quel est le bénéfice parce que... Le bénéfice, si vous voulez, il est quand même d'inquiéter. C'est-à-dire qu'il est de montrer que les deux pays sont dans une forme de rapprochement qui n'a jamais été aussi poussée. Les deux pays désormais sont reliés par une amitié sans limite, pour reprendre leurs termes. À l'évidence, la Chine apporte un soutien politique, diplomatique à la Russie depuis plus d'un an. La question est de savoir, elle semble se retenir pour ne pas apporter un soutien militaire. Indépendamment de cette retenue, la Corée du Nord soutient militairement la Russie, ce qui est évidemment une indication. Et je crois qu'il y a de la part de la Chine cette idée que la Russie est très utile pour une chose, c'est qu'elle accélère ce que les Russes appellent la désoccidentalisation du monde, c'est-à-dire cette idée sur laquelle il faut maintenant porter des coups de boutoir sur ce que Moscou appelle l'hégémonie occidentale, qui en réalité a cessé, puisque... L'Occident collectif. Voilà, absolument, l'Occident collectif qui est désigné comme terme, avec une différence assez fondamentale entre la Chine et la Russie, c'est que pour la Russie, désormais, l'Union européenne est un adversaire, est un ennemi, participant de cet Occident collectif. C'est pas du tout l'approche chinoise qui a tendance à valoriser politiquement l'Union européenne, devenue d'ailleurs, la Chine étant devenue le premier partenaire commercial de l'Union européenne en 2022, parce que la Chine a besoin d'une Union européenne à la fois en termes économiques pour ses exportations, mais aussi considère qu'en encourageant les velléités stratégiques de l'Union européenne, c'est une manière évidemment de distendre le lien transatlantique. Alors, il y a un autre aspect sur lequel l'ambassadeur de Chine en France s'est lâché, c'est un autre dossier, il y en a plein, vous l'avez dit, mais parmi tous ces dossiers, il y a aussi la Crimée. Écoutez. Il y a l'histoire. La Crimée était tout d'abord, tout au début, à la Russie, n'est-ce pas? C'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine dans l'époque de l'Union soviétique. Bon, c'est vrai que c'est une forme de provocation. Référendum non reconnu, annexion de la Crimée. L'ONU ne reconnaît pas, considère que c'est une annexion illégale par la Russie. Et aujourd'hui, c'est la question de la guerre. C'est une des questions de la guerre en Ukraine. Donc là, c'est clair. Il dit la Crimée est russe.
Oui, avec, si vous voulez, en l'espèce, il se fait le porte-parole de Sergueï Lavrov à certains égards. Et si vous voulez, toute cette discussion sur la Crimée, tout cet argumentaire russe ressassé en permanence. Moi, quand je vais à Istanbul, on me dit mais la Crimée appartenait à l'Empire ottoman avant d'appartenir à l'Empire russe. Donc, vous savez, la quête des origines en histoire est toujours une impasse en quelque sorte. Mais le point évidemment central, c'est que la violation du droit international et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine en 2014 par l'annexion de la Crimée, effectivement suivie de ce référendum fait dans l'urgence et sous contrôle militaire, et évidemment la rupture probablement sous-estimée dans ses conséquences par les Occidentaux et par les Européens. Parce que c'est le fait qu'un pays membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie, disposant de l'arme nucléaire, se livre à cette annexion caractérisée, a, à mon avis, été sous-estimé dans ses conséquences en 2014 et a encouragé au fond la Russie à reprendre les armes 8 ans plus tard et nourrit cette impression en fait partagée à Moscou et probablement à Pékin qu'il est possible de redessiner certaines frontières. Justement, dans ce que dit l'ambassadeur, ce qui est frappant, c'est qu'il a quasiment salué la position d'Emmanuel Macron sur Taïwan et sur le lien avec la Russie et avec la Chine. C'est-à-dire qu'il dit c'est dans l'intérêt de la France et de l'Europe. L'Europe a besoin d'une autonomie stratégique, ce que la Chine soutient depuis toujours. Or, d'une certaine façon, ce que vous nous dites, c'est que là encore, il y a naïveté. La Chine et la Russie sont beaucoup plus proches finalement que ce que peut-être on estime en Occident ou aux États-Unis et en Europe. Et en réalité, on se fait un peu rouler dans la farine par un discours chinois qui veut affaiblir d'abord le lien entre les États-Unis et l'Europe. Alors, si vous voulez, moi je pense qu'une des grandes conséquences de la guerre d'Ukraine, c'est une convergence notamment idéologique, mais aussi qui se voit dans le domaine énergétique et donc qui a des conséquences géopolitiques très fortes entre la Russie, la Chine et l'Iran. Ouais. J'ajoute l'Iran parce nouveauté, voilà, et vous avez également des effets de bord avec le déplacement du positionnement de pays comme l'Arabie Saoudite qui s'émancipent ou renationalisent leur approche. Donc oui, il y a à mon avis une illusion à croire que la Chine pourrait apparaître comme une médiatrice tenant, je dirais, apparaissant aux yeux des deux belligérants, l'Ukraine et la Russie, comme sur une position neutre ou intermédiaire, équidistante. Voilà le terme que je cherchais. C'est également l'approche du président Lula brésilien, mais quand vous parlez aux Ukrainiens, c'est inaudible comme argument. Donc je pense qu'effectivement, il y a cette idée que la Chine, comme membre permanent du Conseil de sécurité, a un rôle à jouer, parce qu'elle soutient la Russie. Dans le même temps, je pense que les positions qu'elle a prises rendent une médiation très difficile aux yeux des Ukrainiens. Ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron a tort dans son approche lorsqu'il a eu ces mots sur Taïwan et puis lorsqu'il a voulu sembler en tout cas vouloir pendant longtemps un peu ménager la Russie. Alors vous savez, l'approche du président de la République correspond à ce qu'il appelle être une puissance d'équilibre. C'est également une approche qui consiste à dire que les Européens doivent construire pas à pas une souveraineté européenne, c'est-à-dire au fond, les Européens ne doivent pas se retrouver piégés par une rivalité sino-américaine avec des États-Unis qui, de fait, sont de plus en plus polarisés ou actifs. Au fond, il y a un consensus aux États-Unis qui existe de manière de plus en plus forte, pour accélérer la compétition avec la Chine. Mais en disant ça, il a divisé l'Europe, Emmanuel Macron. Alors, il la divise, il a suscité des réactions aussi très importantes. Il a ensuite apporté un certain nombre d'ajustements, mais il y a un certain nombre de pays, à la fois en Europe et ailleurs, pour lesquels ce discours trouve un écho, si vous voulez, un écho qui consiste à dire, au fond, la situation est tellement délicate en Ukraine, en Iran et dans le détroit de Taïwan, que tout ce qui peut contribuer à calmer le jeu est bienvenu. Je pense que la critique que l'on peut faire, c'est une critique peut-être d'inversion
comme on l'avait observé sur la Russie, c'est-à-dire de donner l'impression à l'Ukraine que la Russie n'est peut-être pas si à ce point l'agresseur. Ça, c'est aussi quelque chose d'inaudible évidemment pour les Ukrainiens et qui ne correspond absolument pas à la réalité. Et puis l'impression aussi que le statu quo aujourd'hui à Taïwan serait remis en cause par les États-Unis, alors qu'en réalité, il est remis en cause par la pression chinoise très graduelle, mais très sérieuse, qui s'exerce sur l'île. Oui, parce que pour clore ce chapitre, vous dites dans votre livre qu'en fait, l'essentiel des pays européens aujourd'hui ne voient pas leur défense ailleurs que dans l'OTAN. Et donc, clamer la souveraineté européenne, c'est bien joli, mais il faut beaucoup de temps et c'est un peu un vœu pieux. Ah, si vous voulez, ça c'est une des questions les plus délicates, parce que les Européens, en réalité, ont désarmé depuis 2 générations et se retrouvent aujourd'hui face à des acteurs qui ont réarmé depuis une génération. Et vous ne rattrapez jamais ce type d'évolution structurelle dans un contexte de conflit aigu comme celui que nous connaissons désormais sur le continent européen. Et donc il y a probablement chez Emmanuel Macron aussi une volonté de gagner du temps. C'est-à-dire de se mettre dans une perspective 2030 qui correspond à l'objectif, à la loi de programmation militaire qui va être débattue par le Parlement prochainement, et de se dire au fond comment on peut se préparer le moins mal possible avec cet horizon de temps, en espérant ne pas se retrouver dans d'autres situations que celle de l'Ukraine. Si vous voulez, les scénarios, par exemple, sur lesquels on réfléchit à l'IFRI depuis le début de l'année 2023, c'est cette simultanéité entre une situation de guerre aiguë en Europe avec la guerre d'Ukraine, la situation en Iran avec l'évolution d'Israël. Alors la bonne nouvelle, ça a été grâce à la diplomatie chinoise. C'est-à-dire que c'est un des grands résultats de la diplomatie chinoise. Se rapproche, voilà, qui était inattendu et qui apporte une forme de stabilité. Ça a été salué comme tel par la diplomatie française. Et puis surtout, la situation à la fois dans le détroit de Taïwan. J'ajouterais, on y prête une attention insuffisante à mes yeux, qui est aussi la situation dans la péninsule coréenne, puisque vous avez régulièrement des tirs, les Japonais se sentant, ainsi que les Coréens du Sud, évidemment, directement menacés. Ouais, il n'y a pas très longtemps, il y a à nouveau un missile qui a passé au-dessus du Japon pour finir en mer. Sur le conflit en Ukraine, on va voir une scène qui s'est passée il y a quelques heures à l'ONU, scène de tension. Hein. Vous savez que le Conseil de sécurité, il est présidé en avril par la Russie. Et oui, c'est une présidence tournante. Et Sergueï Lavrov, ça n'est pas anodin, est venu en personne pour l'événement, et il a entendu le secrétaire général de l'ONU lui dire ceci. Les tensions entre les grandes puissances atteignent des niveaux sans précédent. Les risques de conflits, d'erreurs et de mauvais calculs sont également très élevés. L'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie en violation de la Charte des Nations Unies et du droit international cause une souffrance sans précédent, a causé des dégâts au pays, infligé des dégâts à sa population, ce qui est venu s'ajouter au bouleversement économique provoqué par la pandémie de la Covid-19. Allez-y, non, simplement, est-ce que ça peut toucher Lavrov? Enfin, quand il entend le secrétaire général Guterres dire dévastation de l'Ukraine, ça le contrarie, ou en fait, finalement, il reste de marbre? Je pense que Sergueï Lavrov, qui d'ailleurs a été ambassadeur de la Fédération de Russie aux Nations Unies pendant des années, reste de marbre. Vous savez, il a hérité de certaines qualités d'Andrei Gromyko. Voilà, donc je ne pense pas du tout que ça l'ébranle dans ses convictions. En revanche, c'est un changement de pied intéressant à noter de la part d'Antonio Guterres, qui s'était mobilisé cet été pour essayer de permettre l'exportation de blé ukrainien et russe à partir de la mer Noire, mais qui avait adopté une attitude assez en retrait depuis le début du conflit. Et de ce point de vue-là, je noterais plutôt une évolution chez Guterres que chez Lavrov. Alors, votre avis sur également un article du Washington Post qui a été publié il y a quelques heures, et ça rejoint un peu ce que vous dites dans votre livre, sur l'influence des États-Unis dans ce conflit en Ukraine, parce qu'on apprend que les Ukrainiens voulaient frapper, semble-t-il, en Russie, sur le territoire russe, à Moscou, et également sur une ville portuaire, à l'occasion du 24 février, l'anniversaire évidemment de l'agression. Mais les Américains ont dit non. Ils ont convaincu, disent-ils, les Ukrainiens de ne pas mener à bien ces projets. Ça montre que ce sont eux qui continuent à décider et à avoir une influence déterminante sur l'action des Ukrainiens dans ce conflit.
C'est un élément très important. J'avoue ne pas avoir lu l'article auquel vous vous référez. Alors ça fait partie, c'est lié aux fuites, vous savez, les fameuses fuites du Pentagone. Ça fait partie des informations. Voilà, c'est un fil qui se déroule de façon un petit peu lente comme ça. Et ce sont parmi les dernières révélations que nous a donné le Washington Post il y a quelques heures. D'accord. Mais c'est très intéressant pour trois raisons principales. La première, c'est que l'Ukraine a déjà frappé sur le territoire ukrainien, pardon, sur le territoire russe. Merci de corriger mon lapsus. Effectivement, quand on se place sur un strict plan militaire, on pourrait trouver des très bonnes raisons, indépendamment du symbole, de frapper les lignes d'approvisionnement russes. Bon. Il y a probablement aussi une intention à terme de l'Ukraine de frapper les troupes russes en Crimée, je pense. C'est probablement un des axes de la contre-offensive. La deuxième raison, c'est que les États-Unis et les Occidentaux se sont employés jusqu'à présent, et à certains égards les Russes aussi, avec l'attitude un peu particulière de la Biélorussie sur laquelle on reviendra peut-être, mais à limiter le conflit au territoire ukrainien. C'est-à-dire que pour l'instant, en dépit de la petite frappe que j'ai mentionnée, vous n'avez pas un carreau cassé sur le territoire russe, mais vous avez un territoire ukrainien qui est détruit systématiquement pour tout ce qui a trait aux infrastructures critiques. Donc dans la manière de faire la guerre de la Russie, il y a cette volonté de terroriser les populations civiles et pas uniquement de cibler les militaires ou les forces armées. Et la troisième raison, c'est que effectivement, les États-Unis conservent une capacité de retenir le bras ukrainien qui se prépare, c'est ce que l'on lit partout, à une contre-offensive. C'est-à-dire que les Ukrainiens aujourd'hui récupèrent des systèmes d'armes, des chars en particulier, de l'artillerie, pour produire un effort militaire. Alors dans les semaines et les mois qui viennent, tout le monde parle de l'été. Et en fait, la vraie question, c'est l'issue de cette contre-offensive, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la soutenabilité de l'effort militaire des deux belligérants, avec un rythme, un niveau d'attrition qui est extrêmement élevé, et de part et d'autre aussi une limitation qui commence à s'observer sur les stocks, sur les systèmes d'armes. Et donc, vous avez raison, les États-Unis ont rappelé à l'Ukraine leur volonté que ce conflit reste limité au territoire ukrainien, ce qui, d'un point de vue ukrainien, doit être effectivement difficile à accepter. Mais inacceptable. Après tout, pourquoi pas ? Par rapport à une logique militaire de désorganisation ou de frapper les flux logistiques, oui, c'est encore une fois, c'est évident que les militaires ukrainiens ont des scénarios de cette nature en tête. Ça veut dire que si jamais les Ukrainiens souhaitaient reprendre la Crimée, les Russes reprendre la Crimée, les Ukrainiens ne pas la donner, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Non, je vois ce que vous voulez dire, mais ça renvoie... Si les Ukrainiens souhaitaient reprendre la Crimée à tout prix... Mais ça serait un peu faire écho à... Les Américains pourraient les en empêcher, quoi. Alors, non, parce que la position diplomatique des États-Unis, comme celle des pays européens, et la France en particulier, c'est le retour à l'intégrité territoriale, non pas février 2022, mais février 2014, c'est-à-dire Crimée incluse. Et je pense qu'il faut bien distinguer des frappes qui auraient lieu sur le territoire de la Fédération de Russie et de frappes qui auraient lieu en Crimée, parce que du point de vue diplomatique occidental, la Crimée fait toujours partie du territoire ukrainien. Donc on est dans deux cas de figure très différents en réalité. Allez, on va revenir en France dans quelques instants. Merci beaucoup, Thomas Gomart. Allez, votre invité politique maintenant. Oui,